Bon, bonsoir à tous, du coup. Donc aujourd'hui, on va parler de React Native. Donc on va voir comment développer des applications mobiles natives avec React. Et donc des applications mobiles pour Android et pour iOS. Donc moi, je suis Nicolas Torion, je suis développeur full stack au Bar Studio. Donc on est une société de services juste au-dessus. On développe des applications web et mobiles, et principalement pour des porteurs de projets, des lanceurs de start-up. Donc déjà, pourquoi React Native? À quel besoin la techno répond? Alors déjà, sur certains projets, vous avez besoin de lancer une application mobile qui soit déployable et accessible sur les stores, donc que ce soit sur l'App Store pour iOS ou sur le Play Store pour Android. Donc vous avez plusieurs moyens de développer une application mobile qui soit déployable sur les stores. Donc la première et la plus évidente, c'est d'utiliser les technos qui sont fournis par Google et par Apple. Donc c'est-à-dire déjà, quand vous voulez avoir une application Android, vous allez avoir votre projet qui va être fait avec du Java et du XML. Et après, pour avoir l'application sur iOS, vous allez avoir un autre projet qui va être fait en Swift. Mais là, voilà, du coup, là, vous allez avoir deux projets qui sont séparés. Alors, donc ça, c'était aussi l'unique manière d'avoir des applications sur les stores, à la sortie des stores. Après, assez rapidement, en 2009, il y a eu la tendance des applications hybrides. Donc il y a eu plusieurs technos, il y a déjà eu d'abord PhoneGap, après il y a eu Cordova, maintenant là le projet actuel pour les apps hybrides c'est Unique. Et la promesse en fait des applications hybrides, c'est que vous développez une fois votre projet, votre application, et après elle peut tourner partout. Donc que ça soit dans des navigateurs web ou sur des appareils mobiles. Et là pareil, peu importe le système, en fait que ça soit de l'Android ou de l'iOS, votre application elle va tourner. Et donc ça, comment ça fonctionne? En trois mots, en fait, c'est juste une application native qui va contenir un moteur web. Et en fait, dans ce moteur web là, vous allez avoir d'intégrer en fait votre application web qui va être faite avec des technos assez simples, avec du HTML, avec du JavaScript et pour le style du CSS. Donc ça, ça a permis, les applications hybrides, ça a permis au monde des développeurs, à ceux qui avaient déjà un bagage web, de faire des applications mobiles. Et ça a bien fonctionné. Bon, l'hybride c'est bien, mais le natif ça reste mieux. Il y a pas mal d'avantages à avoir une application native. Déjà c'est en termes de performance, que ce soit l'utilisation des ressources, donc de ce que propose le système en termes d'API, de SDK, etc. Ça sera plus facile d'y accéder avec du natif. Mais aussi en termes de performance, d'utilisation de la RAM, du processeur, aussi de la fluidité de l'application, de ses performances en fait graphiques, une application native, ça sera toujours mieux. Un point important aussi, il y avait une tendance avec les apps hybrides, c'est que les développeurs ils faisaient des composants qui étaient génériques et en fait qui n'étaient pas propres à Android par exemple ou à iOS, et du coup l'UX n'était pas respecté en fait. Un utilisateur d'Android et un utilisateur d'iOS, en fait ils n'ont pas les mêmes réflexes, ils n'ont pas le même apprentissage sur leur système d'exploitation, les mêmes habitudes. Et du coup ça c'est important en fait avec les composants natifs. Là vous êtes sûr de respecter les connaissances et les réflexes qu'a un utilisateur sur son système. Et donc aussi maintenant le natif c'est un peu plus encore important parce qu'il y a de plus en plus d'objets connectés. Il y a tout un écosystème qui s'est développé sur Android et sur iOS. Donc on a les assistants vocaux, Google Assistant, Siri. On va retrouver aussi maintenant de l'Android et de l'iOS sur nos montres, dans les voitures. Et du coup, avec une application native, ça sera toujours plus simple en fait de la connecter à ces différents appareils. Donc ça, Facebook l'a assez bien compris et a essayé de récupérer, de sortir en fait un framework, donc React Native, basé sur leur propre framework web React, qui reprend un peu tous les avantages du monde hybride et du monde natif. Donc déjà, ce qu'ils proposent, en fait, c'est qu'il y ait un langage commun aux deux plateformes Android et iOS. C'est-à-dire, vous avez juste à gérer votre projet qui a une seule stack technique. Donc là, en l'occurrence, comme on va voir, JavaScript. Et après, votre application, elle peut tourner sur Android et sur iOS. Donc du coup, vu que React Native est basé sur leur framework web, ils ont pu permettre en fait ce rapprochement avec les standards du web et permettre à des développeurs web du monde web de pouvoir faire des applications mobiles, faire des écrans, les brancher, etc. Et aussi, la
le gros point fort de React Native, c'est qu'à la fin, vous allez avoir des vraies applications natives. Et donc, vous allez pouvoir profiter de tous les avantages du monde natif. Donc ça, quel est le principe un peu de React Native pour faire ça? Donc c'est assez simple. En fait, vous avez donc votre projet JavaScript, donc qui va avoir des composants React Native. Donc un peu similaire à un projet React. Et en fait, quand vos composants vont avoir besoin d'utiliser des fonctionnalités natives des systèmes d'exploitation donc sur Android et sur iOS, et en fait ils vont après utiliser derrière des vrais composants Android et iOS. Et donc en fait, faut se dire en fait que le React Native c'est un peu comme une couche d'abstraction à Android et à iOS. C'est juste en fait votre JavaScript qui va vous permettre d'animer derrière des vrais composants natifs. Donc ça, comment ça fonctionne un peu plus en détail. Donc ce qu'a fait Facebook en fait, c'est qu'ils ont mis au point ce qu'ils appellent un bridge, donc un pont. Et en fait, c'est tout bête. En fait, votre composant du coup React Native qui a besoin d'utiliser des fonctionnalités natives, il va avoir d'associer en fait une petite implémentation en Java et une petite implémentation en Swift pour le faire fonctionner sur Android et sur iOS. Et donc en fait à la fin de la chaîne, en fait, quand après votre projet React Native est compilé, à la fin vous allez vous retrouver avec des apps natives, donc avec du code Java et avec du code Swift. Donc React Native, donc comme son nom l'indique, comme j'ai déjà dit, c'est basé sur React. Et donc pour ceux qui ont déjà fait du React, c'est un gros avantage et vous allez pouvoir retrouver tout ce qui a fait le succès un peu de ce framework. De cette librairie. Bon. Donc vous allez retrouver déjà donc, les composants, vous allez pouvoir organiser vos différents écrans en composants dynamiques, vous allez retrouver les fonctions JavaScript bien sûr, et vous allez aussi retrouver la gestion de l'état, du state, et après avec votre vue, qui va pouvoir se rafraîchir en fonction des modifications de votre état. Donc on va avoir une notion de state, de render. Aussi, ce qui a été intronisé avec les dernières versions de React, c'est les hooks, et les hooks aussi sont présents dans React Native, donc ça les hooks c'est assez populaire auprès de la communauté. Et aussi dernier point, alors ce qui avait fait le succès aussi de React et ce qui fonctionnait bien, c'était l'idée de Virtual DOM. Donc en fait c'était un bon point fort de React. En fait ça permet juste de rafraîchir la partie de la vue en fait par rapport à la partie de votre état qui vient d'être mis à jour. Donc là, on retrouve aussi le Virtual DOM sur React Native. C'est juste, on ne peut pas appeler ça exactement du Virtual DOM, parce que le DOM c'est propre au web, donc avec les balises HTML. Mais là, on pourrait plutôt parler de Virtual Native, parce que derrière, en fait, en bout de chaîne, vous avez des composants natifs qui sont rafraîchis. Donc c'est pour qui React Native? Alors tout d'abord, comme j'ai déjà dit, c'est déjà pour les développeurs web, donc les développeurs qui ont déjà fait du JavaScript, dans le meilleur des cas du React. Ces développeurs-là, en fait, ils vont pouvoir travailler sur un projet React Native. Ils vont pouvoir déjà faire les écrans, les brancher, ils vont pouvoir faire des requêtes, etc. Enfin, tout ce qu'ils font déjà en fait dans des applications web React. Et aussi, un des points forts de React Native, c'est que c'est aussi fait pour les développeurs natifs. Un développeur natif, donc qui a déjà fait des applications natives Android, qui a déjà touché à du Java pour Android, à du Swift pour iOS, lui aussi va pouvoir participer au projet. Donc je peux donner un exemple assez simple. Admettons que vous ayez à connecter un SDK, en fait une fonctionnalité qui n'est pas encore accessible en librairie sur React Native. Et donc ce SDK natif, en fait, il va avoir une version pour Android et une autre version pour iOS. Et ce qui peut être fait en fait dans votre projet, c'est que vous allez pouvoir créer un petit module avec une implémentation JavaScript pour le relier à votre projet, pour l'utiliser au sein de votre projet. Et après, à côté de ça, un développeur natif va pouvoir faire la petite implémentation en Java pour que ça fonctionne, pour connecter en fait le SDK natif Android, et après faire une autre petite implémentation en Swift pour que ça fonctionne avec iOS. Donc voilà, en fait, dans un projet React Native, ce qu'il faut retenir, c'est aussi possible en fait de faire vraiment du code natif. Donc un exemple de composant React Native, donc pour ceux qui ont déjà fait du React, ça va être assez simple. Donc là c'est un composant tout simple. Là pour l'instant j'ai juste une vue statique, en fait mon composant il retourne une vue statique. Et là en fait ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que là c'est pas comme dans une application web, là vous n'allez pas retourner des balises HTML, vous n'allez pas retourner du DOM. Par contre ce que vous allez retourner c'est d'autres composants React Native. Donc là en l'occurrence il y en a deux, donc il y a view et text, ou view pour afficher une vue et text pour juste afficher du texte dans l'application. Donc ces deux composants là, ils proviennent de la librairie React Native de base. Et en fait, par exemple là quand vous allez appeler le texte ici, et en fait là, ce qu'a déjà fait React Native, c'est que quand ça s'est appelé, et en fait ça va aller appeler directement le vrai composant natif Android pour afficher du texte et le vrai composant iOS derrière en Swift pour afficher du texte.
Le gros point fort de React Native, bah, c'est sa communauté et ses acteurs aussi. Donc déjà, bah, c'est fait par Facebook, et Facebook l'utilise sur ses propres produits, l'utilise sur son application Facebook, sur Instagram aussi. On a SoundCloud aussi, notre acteur qui utilise React Native. Et après, bon, bah là j'ai mis rappelé les chiffres, mais il y a beaucoup de librairies déjà qui sont déjà intégrables dans vos projets, qui ont déjà été faites par la communauté sur React Native. Donc bah, des fois, quand vous voulez intégrer une fonctionnalité, comme par exemple une connexion Facebook, une connexion Google, tous les cas un peu de la vie courante sur les applications, bah, vous pouvez déjà les regarder sur les librairies, et peut-être que déjà il y a déjà une implémentation qui a été faite par la communauté. Et aussi un autre point fort, c'est que vous pouvez aussi utiliser certaines librairies React, donc les intégrer aussi dans votre application React Native. Donc faut pas oublier du coup que ça va être du natif, donc des applications natives que vous allez devoir après builder pour faire après bah, vos tests, vos releases, etc. Donc pour Android, pour après avoir l'APK, en fait le package Android, il faudra les outils d'Android, donc installer Android Studio, installer l'Android SDK. Et après, bah, par contre, quand vous voulez après builder sur iOS, c'est un petit peu plus compliqué. Là, il va falloir comme machine bah, un Mac sur lequel builder l'application. Il vous faudra du coup Xcode. Maintenant, je vais énumérer du coup bah, quelques librairies utiles que vous pouvez intégrer dans votre projet React Native, qui vont permettre bah, à l'init déjà d'avoir quelque chose d'assez avancé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que React Native, en fait, dans sa librairie de base, en fait, bah, ils fournissent pas grand-chose pour les composants. Vous allez avoir vraiment des choses assez peu avancées. Vous allez avoir des boutons, vous allez avoir des textes, etc. Mais pour faire des interfaces utilisateurs, c'est vraiment pas pratique. Donc un peu comme on aurait dans le monde du web. Donc par exemple, on a des librairies de composants, on a Bootstrap ou d'autres librairies. Donc bah, sur React Native c'est pareil, et moi du coup ce que je vous conseille c'est d'intégrer une librairie de composants, et notamment Native Base qui fonctionne vraiment bien. Alors ils ont plein de choses, ils ont bah, des boutons, mais alors avec du style plus avancé, et surtout leurs composants en fait, ils ont le gros avantage de respecter les standards sur Android et sur iOS. Donc, comme ça bah, vous êtes sûr de pouvoir respecter en fait les habitudes des utilisateurs sur leur plateforme. Et après vous allez trouver des choses plus avancées, vous allez retrouver des menus, des headers, des champs input, etc. Et donc tous ces composants là déjà ils sont déjà prêts à utiliser, et du coup ça vous permet de faire des interfaces utilisateurs déjà avancées facilement. Pour gérer le routing dans votre application, donc quelque chose d'assez basique, il y a une librairie qui est vraiment pas mal, c'est React Navigation. Donc ça vous permet simplement déjà bah, de gérer les accès à vos écrans, de dire bah voilà, pour accéder à cet écran, c'est sur telle route. Après aussi un autre point fort, c'est que ça va vous permettre d'organiser les routes, donc c'est-à-dire dire bah voilà, tous ces écrans là, toutes ces routes là, elles sont accessibles uniquement quand l'utilisateur est connecté. Et après inversement, après les pages de logging, d'inscription, etc., bah, vous dites celle-là, par contre ça sera quand l'utilisateur il sera en mode déconnecté. Un autre et enfin dernier point fort de React Navigation qu'on a déjà utilisé sur nos projets, c'est que vous pouvez passer des composants à certaines pages. Donc par exemple, vous pouvez dire bah voilà, cet écran-là, il va avoir un header, un drawer, et vous pouvez le même passer du coup bah, vos organisations de route que vous avez déjà faites. Donc par exemple, sur une application où il y a un mode connecté ou déconnecté, bah, vous pouvez dire voilà, pour toutes ces pages où l'utilisateur est connecté, on va lui passer un menu, et donc vous pouvez lui passer le composant React Native qui va correspondre à votre menu. Comme déjà vous avez dû l'utiliser dans vos applications web, l'utilisation du stockage. Donc là c'est encore plus important sur une app mobile où on essaye souvent bah, de réduire un peu les requêtes. Donc en web il y avait quelque chose de connu, c'était local storage. Donc là c'est la même chose, ça s'appelle Async storage. C'est pas dans la librairie de base de React Native, mais c'est un dépôt officiel que vous pouvez ajouter après à votre application. Moi je vous conseille de l'ajouter à l'init de votre projet parce que vous avez dans 90% des cas, je pense que vous avez besoin de cache sur votre application. Donc bah, ça fonctionne de la même manière que local storage. Vous allez associer une clé et une valeur. Et après, vous allez pouvoir récupérer votre valeur avec la clé. Voilà. Autre chose d'utile sur vos projets React Native, ça va être l'ajout de variables d'environnement. Donc c'est pareil, là c'est assez important d'avoir des variables d'environnement, et notamment après bah, quand vous avez plusieurs environnements. Nous souvent sur nos projets on va avoir un environnement de dev pour nos tests en interne, après on va avoir un environnement de pré-prod pour les tests avec le client, et puis à la fin on va avoir notre environnement de production.
Et donc pour vous faciliter après les releases, etc., il vaut mieux avoir les variables d'environnement en fait, dans un fichier de config adéquat. Donc on a pu tester déjà du coup une librairie qui lui permet de faire facilement des fichiers de config, pouvoir intégrer vos variables d'environnement dans votre projet. Donc c'est React Native Config, ça fonctionne vraiment pas mal, c'est assez simple, leur doc elle est claire, et donc je vous conseille du coup de l'utiliser. Pour les animations, donc il y a déjà une API fournie dans la librairie de base. La documentation est vraiment bien détaillée. Alors ça permet pas de faire des animations vraiment ultra avancées, mais pour les choses de base, les animations de base, donc là par exemple ici sur l'application, donc pour Walk United, on avait ici en fait juste au scroll, fallait que le header se rétrécisse. Donc ça c'est quelque chose d'assez simple, mais c'est possible avec React Native d'ajouter ces petites animations assez rapidement. Ça on avait pu le faire en 1 heure ou 2 en découvrant la documentation sur l'API. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, je vais vous montrer un peu de code, je vais vous montrer quelques écrans sur une petite app de démo. Et on va voir comment on fait quelques écrans avec React Native. Donc là, mon application, pour la présenter assez rapidement, c'est une petite application en fait, qui liste les films. Donc l'utilisateur après ici il peut changer de film ici, sélectionner le film dont il veut voir le détail. Donc là j'ai juste une requête extérieure en fait à une API d'un cinéma pour aller charger les films. Donc après l'utilisateur peut passer à l'écran d'après, donc voir le détail du film. Et après, il peut mettre une note, enfin, rajouter en fait des cœurs en fait quand il a aimé le film. Et en fait, cette note-là, après, elle est stockée dans le cache de l'application. Donc voilà, un petit périmètre en fait assez simple. C'est juste pour voir un peu déjà comment ça c'est fait avec React Native. Donc déjà, voilà, est-ce que vous voyez tous bien le détail? Ça c'est gros. Donc là en fait au niveau de l'architecture du projet, on voit comment ça s'organise. Donc ici déjà donc, dans mon dossier source, je vais avoir le code en fait de mon projet. Donc vraiment en fait je vais avoir mes écrans, je vais avoir mon style, mes services, etc. Mes différents composants, enfin vraiment là c'est le code de mon projet. Et après ce qui a mis en place React Native, ici dans mon projet, c'est 2 dossiers. Donc j'en ai un premier, donc ça va être Android, et le deuxième ça va être iOS. Et donc ça, ces 2 dossiers, en fait, c'est vraiment des projets complets Android et iOS. Donc le premier Android, il va pouvoir après être buildé avec Gradle, et donc, je vais pouvoir après avec ce projet avoir mon APK. Et après, avec le dossier iOS, je vais pouvoir aller charger ce projet-là dans Xcode, et je vais pouvoir aller builder après mon application. Donc là je vais reprendre le fichier principal, donc le app. Après directement j'appelle mon routeur. Donc ça voilà, ça c'est juste pour montrer au début les branchements. Je vais juste repasser sur les scripts. Hop. Donc là voilà, au début vous avez pas, il y a déjà un package JSON donc qui va vous permettre de lancer des scripts automatiquement pour faire des actions sur votre application, la builder, etc. Donc il n'y a pas grand chose au début. On a le start, on va retrouver le start, donc ça va permettre de lancer votre serveur de développement en mode dev quand vous êtes en train de développer. Donc ça c'est comme sur un projet pour ceux qui ont déjà fait du React, c'est assez similaire. Vous allez avoir votre serveur de développement. Et après, par contre, vous allez avoir les actions, les builds, en fait, enfin les commandes relatives à Android et à iOS. Donc là, par exemple, pour Android, la première, donc ça va être React Native Run Android, et pour iOS, ça va être React Native Run iOS. Ça vous permet après d'avoir une application en mode debug et de la lancer sur vos émulateurs. Donc là, moi, c'est le cas ici, j'ai un émulateur Android, ou après sur vos appareils physiques. Et du coup, donc donc ça c'est vraiment les commandes de base. Donc ça c'est accessible dans la documentation. Je ne vais pas ici toutes les détailler. Après par contre, ce que je vous conseille, c'est que sur Android, il y a pas mal de commandes après avec Gradle, donc ils sont aussi sur la documentation. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est d'avoir un petit script de déploiement. Ici, du coup, on en a un. Et du coup, vous reprenez en fait les commandes qui sont sur la documentation, et vous pouvez les ajouter une à une. Et aussi, il y a des petites choses importantes. C'est aussi important de s'ajouter un rappel en fait dans le script. Nous, c'est ce qu'on fait, parce que il faut à chaque fois augmenter le numéro de build de la version sur Android pour pouvoir après la déployer sur le Play Store.
Donc voilà, plein de petites choses après pour mieux automatiser le process de build. Donc là ici du coup j'ai déjà lancé ici dans mon terminal du coup les différentes commandes. Ici j'ai lancé du coup un yarn start du coup pour lancer le serveur de développement. Et après sur la droite j'ai juste eu à faire un yarn Android. Donc je vais le relancer. Donc là on va revoir un peu comment quand l'application se relance. Donc elle va s'installer sur l'émulateur et redémarrer. Donc là voilà, elle redémarre. Voilà, donc là au début j'ai une petite animation, en fait, j'ai un écran de chargement avec une petite animation. En fait, bah, ça c'est l'écran en fait, qui va charger la liste des films, faire la requête, et après bah, je vais pouvoir accéder à mes écrans une fois que je suis dans l'application. Donc là voilà, donc pour revenir au routeur, hop, ici, du coup ici je définis en fait que au début la route principale, donc ça va être mon loading screen. Donc je vais déjà accéder à ça d'abord. Et après, ça sera au logging screen après de rediriger vers les écrans de l'application que j'ai pu organiser ici. Donc là voilà, j'ai deux écrans. Donc j'ai la home screen, donc là qu'on voit actuellement, puis après le détail du film, ça va être le movie screen. Et après, bon alors ça après du coup c'est pareil, c'est accessible dans la documentation, mais je peux définir différentes choses. Là ici j'ai défini que j'avais pas de header, de composant de header, avec le header mode none. Mais je peux très bien après avoir mon composant header et le passer directement ici, et il sera accessible directement sur le home screen et sur le movie screen. Donc là maintenant on va passer au splash screen. Donc ça c'était l'écran en fait avec le petit robot en fait qui avançait. Donc là voilà ici le code. Là ici j'ai juste mon animation donc, qui s'affiche avec une librairie externe. Mais voilà, pour ceux qui ont déjà fait du React, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. J'ai juste un composant React. Et après ici j'ai ma vue. Donc je peux faire des actions avec un use effect, donc qui est équivalent avant au component demand. Là par exemple, une fois que le composant est chargé, je vais aller charger les films, donc aller faire une requête externe. Ici, mon getMovies en fait, c'est un service. En fait, j'ai juste fait un service. Donc là, en fait, là, faut juste retenir en fait, que vous allez utiliser en fait du JavaScript. Donc là, en fait, c'est assez simple de pouvoir faire des requêtes externes. Donc, là, par exemple ici avec React Native, avec JavaScript, je fais des requêtes avec Axios. Et donc voilà, donc c'est assez simple après de faire vos requêtes. Enfin, vraiment. Pour un développeur en fait, qui a déjà fait du React, qui a déjà joué un peu avec JavaScript, ça va être assez simple en fait, de se mettre sur un projet React Native. Et là ici voilà, une fois que j'ai chargé les films, en fait j'ai ma navigation. Ce qui est possible de faire aussi avec React Navigation, c'est que je peux facilement passer des paramètres aux écrans suivants. Donc là par exemple après une fois que j'accède à HomeScreen, je passe à HomeScreen la liste des films que je viens de charger. Bon là le code c'est bien. Maintenant je vais vous montrer un peu les outils de développement. Donc il y a un petit menu qui est bien pratique sur React Native pour pouvoir souvent passer votre application dans un mode debug, pour pouvoir avoir des logs, etc. Pour pouvoir inspecter un peu les différents éléments. Donc ça je vais vous montrer. Donc sur émulateur, par exemple sur Android ça va être avec CTRL-M, mais après il y a plein de petites astuces pour pouvoir l'ouvrir en fonction des appareils. Des fois il faut secouer l'appareil, ou alors il faut tout simplement maintenir un bouton. Donc ça c'est en fonction de votre appareil, il faut chercher un petit peu comment ouvrir le menu. Donc là voilà le menu, donc j'ai plusieurs options. Déjà je vais pouvoir, l'option la plus simple ça va être de recharger, je vais pouvoir faire un reload. Donc je vais faire mes modifications dans mon projet, dans mon code, et après je vais faire un reload, et après toute la chaîne en fait va rebuilder. Et après ça va redémarrer mon application qui aura rechargé les changements. Aussi du coup, après je vais juste vous montrer après, donc le debug JS, donc là vous allez pouvoir ajouter, comme vous le faites sur une application web classique, vous allez pouvoir ajouter des console logs, des console errors, etc. pour voir vos différents, pour vous dire voilà, là je vais voir mon objet JavaScript dans quel état il est, là je vais voir si je passe bien dans la fonction, etc. Enfin vraiment ça c'est du debug classique. Après il y a d'autres options qui sont un peu moins utilisées en général sur React Native. Vous allez avoir le Enable Live et le Hot Reloading. Ça, c'est du reload un peu plus poussé. Ça va vous permettre de, à chaque fois que vous faites un changement dans votre fichier que vous sauvegardez, lui automatiquement le serveur de développement il va surveiller ça et il va recharger automatiquement l'application. Après aussi vous avez d'autres choses, vous avez le Toggle Inspector, on va le tester un petit peu tout à l'heure, ça va vous permettre comme vous le faites dans l'inspecteur de votre navigateur web, pouvoir voir les différents composants, voir les tailles qu'ils ont, les marges, les espaces, etc. Et donc ça va vous permettre en fait, de plus débugger au niveau front de votre application. Et voilà. Donc là par exemple ici, hop.
Là ici je vais juste enlever la navigation, donc il devrait rester sur cet écran et je vais juste faire le reload ensuite. Donc une petite information, quand vous faites des changements assez basiques, vous pouvez utiliser les fonctions de live et de hot reloading. Ça peut marcher en fait quand c'est juste du templating. Après par contre nous souvent ce qu'on a constaté, c'est qu'après quand vous avez des changements un peu plus profonds, il y a plus de logique qui change, plus d'écran qui change en même temps, il vaut mieux faire un reload à la main, parce que des fois en fait il peut rater des choses et il va pas recharger entièrement votre application. Donc là voilà, ici là il a bien rechargé, donc là il reste sur ma petite animation du début. Donc voilà, ça c'était juste pour montrer le reload. Maintenant ici, admettons, je vais voir après la liste des films. Je vais juste voir la liste des films dans un console log. Donc là, je vais mettre mon console log. Et là, je vais activer la fonction de debug JS. Donc là, il me redirige. Hop, ça va être un peu petit. Là, il me redirige vers mon navigateur. Donc là, qui est sur ma machine de développement. Et donc là ici je vais pouvoir ouvrir la console, donc comme je le ferais comme si j'étais en train de débugger une application web classique. Hop. Donc là il a bien fait mon console log ici, et ici je le retrouve ici. Donc là j'ai un objet, et là par exemple ici j'ai l'objet JavaScript qui va contenir tous les films actuellement au cinéma. Donc ça voilà, donc ça c'est juste pour montrer la petite fonctionnalité qui va vous permettre simplement de pouvoir débugger entièrement votre application et de pouvoir vous dire voilà, ici j'ai mon objet JavaScript, je veux voir le détail, je sais que je vais dans cette fonction, etc. Le toggle inspector, hop, ici. Donc ça, c'est pareil. En fait, ça va vous permettre en fait de pouvoir inspecter vos différents composants. Donc là, par exemple ici, je inspecte mon titre. Après, je peux inspecter le reste de mes éléments. Ça, c'est moins pratique par contre que sur une application web classique. Quand vous êtes en train d'inspecter dans votre navigateur web, ça sera toujours moins précis. Parce qu'en fait, ce que fait React Native, en fait, c'est qu'il ajoute pas mal de composants intermédiaires après. Au début, vous avez votre code. Ici, moi, j'ai pas beaucoup de composants. Mais lui après React Native, vu que c'est du native, après il va ajouter différentes couches, différents composants intermédiaires. Donc, après ici, quand vous êtes en train d'inspecter, surtout sur mobile là directement, ça va être assez compliqué de pouvoir parcourir votre arbre de composants et d'aller trouver directement votre composant. Ça peut être déporté par contre sur ordinateur, enfin sur la machine du développeur. Il y a des outils de développement qui sont installables, qui sont un peu plus poussés sur votre machine. Et donc là après vous pouvez avoir cette architecture là en fait, l'arbre, vous pouvez l'avoir après dans un navigateur comme vous l'auriez sur votre navigateur web. Hop. Donc là voilà, je vais enlever l'inspecteur. Donc après pour finir sur le code, donc là voilà, ça reste assez simple en fait cet écran là. Du coup il est fait avec React, donc c'est un composant assez classique. Ici je vais récupérer les films en fait qui ont été passés avant par l'écran précédent, donc par l'écran de chargement. Et après ici je vais avoir ma vue. En fait là c'est une vue assez simple. En fait. Enfin, ça va être, je vais avoir mes composants React Native. Ici le petit carrousel en fait je viens de le récupérer en fait d'une librairie qui a été déjà faite par la communauté. Et après, alors pour mon style, par contre, ici à différents endroits j'ai du style pour vraiment appliquer du style comme je veux à mes différents composants. Donc le style ici dans mon projet, ça va se passer ici. Donc là, juste ce qu'il faut retenir, c'est que le style, ça va être assez similaire à ce qu'on trouve sur des apps mobiles React. La seule différence, c'est que là, du coup, ça va être du JavaScript. Enfin, en fait, votre CSS, en fait, il va être dans du JavaScript, donc on va appeler ça le JSS. Et après par contre vous allez retrouver tous les attributs qui sont déjà connus sur CSS. Vous allez retrouver par exemple position, le top, les margins, les paddings, etc. Enfin, tout ce qui est connu sur CSS. Vous allez aussi retrouver le flexbox, donc qui est assez récent sur CSS 3. Et donc ça c'est idéal en fait, les outils flexbox, enfin tous les attributs associés flex pour pouvoir faire des contenus responsifs, enfin des écrans responsifs. Voilà. Et après là par exemple ici là, je montrais juste sur le dernier écran ici où je peux noter un film. Donc là, j'utilise simplement en fait, comme je l'ai déjà montré tout à l'heure en fait l'Async Storage comme vous l'utiliseriez sur une application web.
Donc voilà du coup pour la petite démonstration, en fait, pour les différents exemples, enfin comment ça peut être fait rapidement avec React Native. Et donc là déjà en fait j'ai une petite application qui a un petit périmètre, mais avec tout ce code là en fait, ça va fonctionner sur Android et sur iOS. En fait là vous partagez en fait la base, en fait vous définissez vos écrans, vous définissez les appels externes, vous faites tout ça en JavaScript. Et après, vous allez pouvoir builder cette application-là sur Android et sur iOS. Je reviens sur la slide. Donc maintenant, je vais vous parler des cas d'usage que nous, on a eu de la techno sur nos projets. Alors déjà, on avait une application à faire pour Walk United. Juste l'intérêt de l'app, en fait, c'était les utilisateurs, en fait, l'application devait compter en fait le nombre de pas que faisaient les utilisateurs. Après, les utilisateurs, ils pouvaient en fonction de ça, plus ils faisaient de pas, plus ils pouvaient faire de dons à des campagnes de donation. Donc là, le périmètre de l'application, fallait que l'application fonctionne sur Android et sur iOS. Pour compter les pas, du coup, fallait que ça aille utiliser les fonctionnalités natives des OS. Donc, fallait que ça contacte l'API de Google Fit et l'API de HealthKit. On n'avait pas beaucoup de temps pour le projet, on a dû faire le développement en 2 mois. Et donc on est parti sur du React Native, parce que déjà il fallait un petit peu d'animation, il fallait que l'application soit assez fluide, qu'elle fonctionne comme du natif. Et aussi, l'intérêt de React Native, c'était de pouvoir directement pouvoir contacter Google Fit et HealthKit. Donc il y avait déjà des librairies qui faisaient le pont en fait entre React Native et le code natif, donc avec Java et Swift. Et donc on a pu rapidement en fait connecter Google Fit et HealthKit à notre application. On a pu rapidement faire les écrans, les brancher, etc. Enfin, faire le corps de l'application. En plus, déjà, nous, on avait déjà des connaissances en React, donc assez rapidement, on a pu se mettre à React Native. Et donc, à la fin, on a pu avoir une application en 2 mois, du coup, qui fonctionnait sur Android et sur iOS, qui allait bien compter les pas en utilisant les 2 API fournis par les 2 systèmes différents. Donc une autre réalisation, un autre cas d'usage, donc là vraiment rien à voir. Donc là il y avait juste une application Android à faire, et en fait l'application devait fonctionner sur les appareils du constructeur Sunmi. Donc un constructeur chinois du coup qui fournit des appareils, des mobiles, des appareils portables. Des appareils mobiles, pardon. Et en fait ces appareils là, ils ont la particularité en fait d'intégrer une petite imprimante pour pouvoir imprimer des bons de commande, des bons d'achat, etc. Et donc il y a un SDK en fait qui est propriétaire, en fait, qui est fourni par le constructeur Sunmi. Et donc du coup lui qui fonctionnait juste en natif, qui fonctionnait juste sur Android. Donc on était parti sur React Native, déjà parce qu'on a, du coup comme j'ai déjà dit, en fait on a déjà en fait notre équipe qui est formée sur React. Donc le corps en fait, de l'équipe, la majorité on va déjà peut travailler sur les différents écrans, faire les branchements, etc. pour les besoins de notre client. Mais aussi, l'intérêt, c'est que on pensait... Ah. Et l'intérêt aussi, du coup, c'était que, au début, on savait pas, mais en fait, il y avait déjà une librairie qui existait en React Native, qui avait déjà été fait par la communauté, pour connecter en fait le SDK du constructeur Sunmi sur des applications React Native. Mais même si on n'avait pas eu déjà la librairie de prête, on aurait pu le faire. On aurait pu faire notre petit module, du coup avec une implémentation JavaScript pour le relier à notre projet, et après de l'autre côté faire une petite implémentation en Java pour juste connecter en fait ce SDK là avec notre application. Et donc ça, du coup, en une semaine, déjà, on a pu avoir une application avec différents écrans qui étaient déjà branchés, des écrans faits avec React, et avec le SDK en fait qui communiquait bien avec notre application. Vous pouvez du coup déjà imprimer en fait des tickets directement depuis l'application. Donc maintenant, pour conclure, je vais vous faire un retour d'expérience un peu global sur React Native. Je vais vous proposer du coup des petits conseils, des petites astuces. Je vous présente aussi nous déjà les problèmes qu'on a eu avec React Native. Donc déjà, vraiment c'est important, il faut faire une release le plus tôt possible et le plus souvent possible aussi. Parce que là, contrairement à une application web, là vous allez être sur du natif. Vous allez avoir des choses derrière qui compilent. Et du coup, potentiellement, ça peut être plus instable, vous pouvez avoir des crashs, etc. Plus souvent que sur... Enfin, vous pouvez avoir des crashs.
Et donc c'est très important en fait de faire attention à pas trop accumuler de code, pas vouloir ajouter plein de librairies d'un coup. Parce que vous pouvez avoir des crashs sur Android, sur iOS, et après vous pouvez avoir aussi des crashs sur différents appareils. En fait, le comportement de votre application il peut être différent sur différents devices, sur différents systèmes, etc. Et même aussi vous pouvez avoir des différences de comportement en fonction de la version des OS sur les devices. Donc voilà, donc faut faire des releases le plus souvent, et donc, dès que vous avez une fonctionnalité qui va fonctionner, du coup faites des releases sur Android et sur iOS et retestez bien toute votre application. Donc voilà, comme je l'ai dit, du coup, toujours bien vérifier du coup le bon fonctionnement en fait de l'app, et aussi sur plusieurs devices. Essayez d'avoir un banc de test pour pouvoir tester et être sûr en fait, que votre application va fonctionner sur la majorité des devices. Tenez-vous informé aussi. Là, c'est encore plus important parce que React Native, c'est par rapport à la lib React. C'est stable, ça fonctionne bien, mais c'est encore jeune. Il y a pas mal d'évolutions qui sont faites entre les différentes versions, et aussi souvent des fixes de petits crashs, des améliorations aussi. Ils font parfois des améliorations. Par exemple, sur une version, il y avait l'amélioration en fait de la fluidité des animations. Et donc, en fait, votre application elle va s'en porter mieux souvent en fait si vous faites les montées de version au fur et à mesure. Donc voilà, prenez le temps en fait de lire les release notes de React Native, de voir par exemple, si vous avez un problème, si vous aviez un crash sur un device, peut-être qu'il a déjà été résolu dans la version d'après. Donc prenez le temps de bien lire les release notes et de faire le plus souvent possible les mises à jour. Et aussi, la communauté est très, très réactive. Nous, par exemple, on a eu un problème sur un appareil. Donc c'était un appareil Samsung, je sais plus lequel. Donc on avait posé du coup, on avait dit l'issue était déjà ouverte en fait par la communauté. On avait dû aussi ajouter notre contribution. On avait dit, on a détaillé nous quand est-ce que l'application elle crachait. Et après un peu plus tard, il y a eu un fixe sur React Native pour ce problème-là. Donc quelques problèmes rencontrés. Donc par exemple, on avait eu en fait le problème sur des images, en fait c'est que l'application en fait elle faisait trop d'appels réseau. Et ça faut pas l'oublier, là vous allez être sur une app mobile, et donc ça peut être problématique. Vos utilisateurs des fois ils vont être limités en termes de réseau pour leur forfait ou pour d'autres questions, par exemple ils sont à l'étranger. Ils vont être limités, donc ça c'est important d'essayer de limiter au plus possible les requêtes que vous faites. Donc nous en fait on avait un problème, c'est qu'on avait des images externes qui étaient affichées, donc qui étaient hébergées sur des serveurs extérieurs à l'application, et du coup l'application elle faisait souvent des requêtes, du coup à chaque fois qu'elle chargeait, elle refaisait des requêtes à chaque fois en externe. Donc on a utilisé du coup une petite librairie qui s'appelle React Native Cached Image. Donc ça permet juste en fait tout simplement, si l'image n'a jamais été chargée, il va faire un appel réseau, et sinon donc une fois qu'il l'a téléchargé une première fois, il va la stocker dans le cache, et après du coup il l'aura d'accessible dans le cache, il aura plus à faire d'appel réseau. Donc ça voilà, ça c'est une petite astuce, mais il faut prenez le réflexe du coup si vous avez des images externes à charger dans l'application, d'utiliser directement cette librairie là et de les mettre dans le cache. Sur la dernière version de React Native, donc à partir de la 0.60, ils ont intégré Android X. Donc Android X, en fait, c'est un souhait de Google en fait sur Android. Donc c'était c'est juste en fait un package. En fait, c'est un nom de package en fait qui a été renommé sur les libs natives d'Android. Et le problème, on va dire que ça a posé problème parce que certaines libres en fait n'avaient pas encore fait la migration vers Android X. Donc il y a Android du coup qui propose déjà un outil, donc ils appellent ça le Jetifier. Donc ça permet en fait de convertir toutes les libres natives en fait, de changer les chemins en fait tout simplement et d'utiliser bien après Android X. Donc ça peut poser problème, donc ça fait bien l'intention. Normalement du coup si vous êtes en train d'init un projet actuellement avec les dernières versions, il y a moins de problèmes. Mais ça peut être un problème avec les librairies que vous utilisez. Donc là encore une fois, à chaque fois que vous ajoutez une librairie, prenez le réflexe tout de suite de la tester en mode release. Et de tester bien toujours sur Android et sur iOS que ça fonctionne bien. Aussi, du coup, un autre problème, du coup, les crash out of memory. On était confronté à ça sur notre app React Native qu'on avait dû développer pour un client, et on avait dû commencer à mettre du coup un peu de temps réel. On devait surveiller les positions en fait de différents utilisateurs. En fait, l'application elle-même en fait allait chercher les positions des utilisateurs. Et donc là, faites bien attention aux listeners. Donc ça, c'est déjà une règle qui est vraie pour toute application web, pour une application React. Faites attention aux listeners, c'est-à-dire après il faut bien démonter en fait certains composants, enlever les listeners, faire en sorte en fait que ça continue pas d'écouter.
Parce que là, sur certains appareils qui n'ont pas beaucoup de mémoire, qui n'ont pas beaucoup de RAM, de ressources, ça peut carrément causer des crashs sur vos applications. Donc ça, il faut être encore plus vigilant que sur une app React classique. Vous pouvez avoir des comportements différents. Ça, non, on l'a vu, on a eu des crashs par exemple sur certains devices, comme je l'ai dit, uniquement sur certains devices. On a eu aussi des crashs du coup pour les animations. Il y avait un problème de comportement. Enfin, sur Android, ça marchait. Par exemple, sur Android, il y avait un crash au moment où les animations étaient utilisées. Donc, ça, on s'en est aperçu parce qu'on a bien testé sur les deux. Et après, on a pu corriger. Il fallait juste rajouter un petit paramètre pour iOS. Et aussi, ça c'est possible, si vraiment votre code, ça peut arriver dans certains cas, enfin nous c'est assez rare, ça peut arriver que votre code il puisse pas fonctionner sur Android et sur iOS. Et donc là, dans ce cas-là, vous pouvez, avec les extensions, dire voilà, ce code-là, ça va être pour Android et ce code-là, ça va être pour iOS. Donc ça suffit juste en fait de rajouter entre le nom de votre fichier et le .js, l'extension Android ou iOS. Donc ça nous avait été utile. D'ailleurs sur, hop, je vais revenir ici pour ce projet-là. Du coup, on avait fait notre service et donc on avait fait la petite implémentation du coup qui allait appeler le Google Fit. Enfin, et du coup, la librairie React Native qui existait pour appeler Google Fit. Et après, avec l'autre extension iOS, on a appelé spécifiquement le SKit. Hop. Hop. Et après, aussi un autre problème qu'on a rencontré plus fréquemment sur iOS, c'est au niveau des builds. En réalité, c'est plus compliqué que sur Android. Enfin, on a souvent plus de problèmes avec iOS. Donc prenez bien le temps aussi. Dites-vous en fait que une release iOS, ça va prendre plus de temps qu'une release Android. Vous pouvez avoir plusieurs problèmes sur certaines dépendances, sur des dépendances natives du coup d'iOS. Et aussi, si vous connaissez pas Xcode, prenez le temps bien de découvrir Xcode parce que c'est vraiment une usine à gaz. Et du coup, c'est pareil aussi, les messages erreurs ils sont pas forcément clairs sur Xcode. Donc dites-vous en fait qu'une release ça va prendre plus de temps, un build sur iOS ça va prendre plus de temps. Ça c'est plutôt par contre en mode release, pas en mode debug. Du coup ça passe directement par React Native. C'est juste comme je vous montrais tout à l'heure votre serveur de développement et après votre React Native Run iOS. Ça va mieux marcher. C'est juste vraiment en mode release où là vous pouvez avoir plus de problèmes. Donc quelques petites astuces. Au niveau des logs, du coup là vous allez avoir du coup vos utilisateurs qui vont avoir du coup leur appareil et du coup ils vont être confrontés des fois à certains problèmes. Donc c'est important en fait d'avoir des logs là vraiment sur l'application. Vous n'allez pas pouvoir avoir la main, vous n'allez pas pouvoir aller sur l'application comme vous le ferez sur une application web, ouvrir la console et vous dire ah voilà, là je vois mes logs d'erreur, je vois ce qui va pas sur l'application. Donc ajouter des logs côté application, ça c'est important. Donc il y a des services qui existent pour ajouter des logs, mais ça peut être souvent ils vont être payants, ils vont être assez coûteux, ils vont vous proposer tout un gros dashboard, etc. Vous n'en avez pas forcément besoin. Nous ce qu'on a pu tester déjà dans un premier temps, c'est tout simplement d'utiliser Firebase, de l'ajouter au projet, d'avoir une base temps réel en fait dans un projet Firebase. Et après, on allait directement en fait écrire, mettre des entrées sur Firebase. Et du coup, nous on avait notre petit service de logger. Donc avec des fonctions log, debug, error, etc. On avait différents niveaux et on pouvait envoyer directement ces logs là sur Firebase. Et du coup en fait après l'avantage c'est que sur Firebase avec une base de données en temps réel, vous pouvez voir automatiquement tous les logs qui apparaissent quand vos utilisateurs utilisent l'application. Un autre produit de Firebase qui fonctionne vraiment pas mal, c'est Crashlytics. Ça va vous permettre de remonter vraiment les crashs, les erreurs de crash en natif du coup sur Android et sur iOS. Donc ça aussi, ça va vous permettre d'avoir plus de visibilité. Donc là ici j'ai mis le lien, vous pouvez regarder après la documentation, ça se met assez bien en place. Une autre petite astuce, ajoutez bien aussi le numéro de version dans votre application sur une page, sur la page, sur un menu, sur une page de contact, etc. Parce que ça peut être important après, déjà vous en interne quand vous faites vos tests, vous dire voilà, là, on est d'accord, on tape bien sur la bonne version. Et aussi en production après pour être sûr de bien avoir mis à jour l'application une fois qu'elle est partie en prod. Et aussi, du coup, ça j'en ai déjà parlé, faites-vous bien des scripts de build, essayez d'automatiser au plus possible les releases parce que ça peut être quelque chose d'assez stressant. Ça prend plus de temps en fait, de mettre en production son application sur les stores que quand par exemple vous mettez à jour juste dans votre environnement votre code sur une app web classique.
Après aussi, donc là j'en ai pas parlé, il y a des outils donc nous qu'on n'a pas encore utilisé, par exemple il y a Fastlane qui permet aussi normalement de mettre en place des CI/CD pour automatiser les déploiements sur les stores. Nous on n'a pas encore pu tester ça, mais déjà en fait avec les scripts de build, si vous prenez le temps du coup de prendre le temps de faire votre release, de publier sur les stores, ça va aussi très bien marcher. Donc quand choisir React Native? Quand est-ce que React Native ça peut être un bon choix sur vos projets? Déjà il va falloir vous poser plusieurs questions. Est-ce que votre application, il faut vraiment qu'elle soit disponible sur les stores? Donc si c'est le cas, donc oui là déjà vous pouvez choisir React Native, mais aussi les apps hybrides elles peuvent aussi être sur les stores. Faut que vous regardiez votre périmètre. En fait, plus vous allez avoir de fonctionnalités à développer, un grand nombre d'écrans, aussi des petites animations à rajouter, plus là React Native ça va être intéressant à utiliser par rapport aux apps hybrides. La grosse question ça va être est-ce que j'ai besoin d'accéder aux fonctionnalités natives, et aussi est-ce que j'ai besoin en fait que mon application en termes de ressenti pour l'utilisateur, est-ce qu'il faut qu'elle fonctionne vraiment comme une app native? Est-ce que c'est important? Donc ça va être la question cruciale en fait pour savoir si vous choisissez du React Native. Donc si vous devez utiliser des fonctionnalités natives, donc oui, avec React Native ça fonctionne très bien. Et après ça va être le budget. Si vous avez un bon budget, vous pouvez partir sur du React Native. Après si vous avez un très très bon budget et que vous avez vraiment les ressources, les équipes à disposition pour pouvoir travailler sur une app Android et sur une app iOS, faites-le. Après faire du native vraiment pur, utiliser directement les technos de Google et d'Apple, ça peut être aussi un bon choix. Mais voilà, avec ces questions-là, déjà vous pouvez y répondre. Et donc nous sur nos projets, effectivement, quand on a un bon périmètre avec différents écrans, des petites animations à rajouter, il faut que ça fonctionne comme du natif, que ça utilise fonctionnalité native. Là oui, React Native ça a un réel intérêt et ça fonctionne vraiment bien. Ça va permettre aussi de votre équipe, en fait, si vous avez des développeurs web qui ont déjà travaillé sur du React, de facilement arriver sur le projet. Donc en conclusion, React Native c'est encore une technologie assez jeune, il y a pas mal d'évolutions rapides, donc comme j'ai déjà dit, regardez bien les release notes, regardez bien ce qui sort en fait dans les nouvelles versions, ils font pas mal d'améliorations. Par exemple sur la dernière version, ils permettent en fait l'import automatique en fait de vos librairies. Ça c'était quelque chose un peu de compliqué avant la 0.6. C'était que quand vous ajoutiez une librairie externe à votre projet, vous aviez souvent des choses à changer manuellement dans différents fichiers. C'est pareil pour les montées de version, là-dessus ils sont pas mal améliorés. Donc il y a pas mal de choses qui évoluent et du coup il faut bien surveiller ça. Donc c'est fiable et stable, ça fonctionne bien. Nous on a des projets en production avec React Native et donc on a déjà eu des fois quelques crashs, etc. Ça a été corrigé dans des montées de version et voilà, donc vous pouvez avoir des applications natives qui fonctionnent bien sur la plupart des devices et sur les différentes versions, les différentes dernières versions d'Android et d'iOS. Donc comme j'ai déjà dit aussi, ça va permettre aux développeurs web donc qui ont déjà des bases en JavaScript, en React, de pouvoir réaliser des apps mobiles. En fait, tout ce qu'ils savent déjà faire sur une app web, donc le développement des écrans, la mise à jour en fait le dynamisme en fait des écrans, les requêtes, etc. Tout ça en fait ils vont pouvoir facilement le faire sur React Native. Nous, on a constaté un temps d'adaptation à peu près quand les développeurs avaient déjà fait du React, de quelques semaines. En fait, en moins d'un mois, quand vous avez déjà fait du React, vous pouvez être efficace sur du React Native. Et enfin, ça plus une conclusion sur React Native en global. Un gros point fort de React Native, c'est qu'il est fait pour évoluer avec React et avec Android et iOS. Avec React, parce que du coup, à chaque fois qu'il y a une montée de version, React continue d'évoluer. Donc par exemple, là, on a eu l'arrivée des hooks. Donc à chaque fois qu'il y a une montée de version sur React, cette nouvelle version va être intégrée à React Native. Et après, aussi avec Android et iOS, parce que vu que c'est du natif après derrière avec React Native, toutes les innovations en fait, toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur Android et sur iOS, elles vont être rapidement disponibles sur React Native. La communauté déjà rapidement va pouvoir développer les librairies adéquates que vous allez pouvoir utiliser. Aussi vous-même en fait, si vous avez déjà des connaissances en native, vous pouvez faire vous-même votre propre module avec votre petite implémentation JavaScript pour le connecter, et après avec du code natif pour utiliser la nouvelle fonctionnalité en natif. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc merci beaucoup pour votre attention. Donc est-ce que vous avez des questions sur React Native? Ouais.
bonne question. En fait, faut qu'ils gèrent. En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle montée de version sur, une nouvelle version sur Android, en fait, bah, c'est à la lib, en fait, aux développeurs en fait de la lib d'assurer en fait bien la rétrocompatibilité, aussi bah, la compatibilité avec les nouveaux devs. Ça se fait pas de manière automatique proprement parler. Après, je pense que normalement Android et iOS, en fait, enfin, vraiment, Google et Apple, en fait, ils essayent aussi bah, de faire en sorte en fait, que les nouvelles fonctionnalités soient aussi rétro-compatibles. Mais forcément, en fait, si vraiment il y a un breaking change et que bah, votre lib elle utilise du coup l'ancienne, je sais pas, l'ancienne fonction, etc., qui existait, qui était disponible avant, bah, là oui, ça peut casser. Donc ça, après, il faut bien faire attention en fait aux différentes librairies que vous utilisez et bien vérifier bah, du coup qu'elles après elles assurent bien la compatibilité. Ah, ok, je répète. Donc la question c'était comment est-ce que React Native assure la compatibilité avec les différentes versions Android et iOS. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Alors on n'a pas utilisé, il y en a peut-être qui existent. Au départ en fait c'est un peu comme un React. Ah pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de bootstrapper au début le projet React Native et de pas faire tout à la main? Du coup, nous, ce qu'on utilise au début, bah, c'est un peu comme le React App en fait, qui existe pour React. Donc là, ça vous permet bah, d'avoir l'init. Donc, comme j'ai déjà présenté, bah, avoir juste un fichier au début app.js qui va être la base de votre projet. Puis après, vous allez avoir bah, le dossier Android, le dossier iOS qui vont être là. Vous allez avoir déjà bah, des node modules, c'est-à-dire des librairies déjà qui ont été ajoutées par React Native, la librairie de base React Native. Après, effectivement, au début, il n'y a pas grand-chose, mais facilement, en fait, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Hein, vous ajoutez la lib pour la navigation, bon, pour le cache en fonction de vos besoins. Ça se fait assez rapidement. Par contre, aussi, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez fait bien votre init, que ça fonctionne déjà sur votre machine, bah, testez déjà bien une première release sur Android et sur iOS. Et voilà. Et je sais pas du coup s'il y a vraiment déjà quelque chose de un peu plus poussé qui permet de bootstrapper. Pour l'instant, nous n'avons pas ressenti vraiment le besoin. Avec le React App, au début, déjà on a une base, puis après on rajoute juste les différentes briques qu'on a besoin. Voilà. Ouais. Sur React Native, c'est pas si. Nous, ce qu'on fait, déjà, c'est que. Bah, ah oui, la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de déployer automatiquement depuis React Native sur les stores? Donc, je crois pas. On en a pas utilisé. Par contre, ça se fait assez vite. En fait, bah, vous allez builder en local déjà bah, donc votre APK. Et après, bah, directement sur votre compte, donc c'est la Play Console, pour après gérer bah, différentes versions de votre application, que ce soit en test interne, en alpha, enfin vraiment sur le store. Là après, il faut importer le package bah, à la main, en fait, l'importer et le mettre à jour ici. Après, du coup, il y a des outils qui permettent de faire ça. Il y a Fastlane qui permet de faire ça. Sur Xcode, par contre, là-dessus, c'est un peu plus simple. En fait, c'est depuis Xcode, vous ajoutez votre compte de développeur, votre compte en fait, qui est propriétaire de l'application sur l'App Store. Et donc après, je ne vais pas dire quelle option c'est, mais après, du coup, bah, directement, vous avez une petite option dans Xcode pour builder l'application et la charger automatiquement sur votre compte. Voilà. Et du coup, après, elle sera disponible sur l'App Store. Et ça, c'est pas entièrement encore automatisé de notre côté, mais déjà ça fonctionne bien. On prend juste le temps de le faire et ça fonctionne bien. Et après, il y a des outils comme Fastlane qui permettent bah, d'aller plus loin et de l'automatiser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir une version web en fait du rendu? Est-ce qu'on peut le mettre dans un navigateur comme le ferait un peu Ionic? Du coup, bah, pas avoir à recharger sur un émulateur ou sur un appareil physique l'application. Donc non. Bah, ou alors je sais pas, mais normalement non. On n'a pas vu, il n'y a pas d'outil, enfin dans la documentation de base, il n'y a pas d'outils qui permettent de base de faire ça. Après, par exemple, petite info là-dessus, il y a dans les
dernière version, donc ça c'est encore en alpha sur React Native. En fait, ils vont améliorer en fait le triloading et en fait ils vont permettre que ça soit encore plus rapide et que pour combattre les petits bugs qu'il y avait de problèmes de rechargement, que ça se fasse, ça soit corrigé. Ouais. Alors si vraiment t'as trois targets, enfin. Alors il va y avoir ça. Je suis au courant de ça. Ouais, je suis pas très encore au courant de ça, mais effectivement React Native aussi ça va permettre de fonctionner maintenant du coup sur desktop. J'ai pas encore utilisé ça. Après non, je pense pas par contre qu'il y ait moyen en fait de dire vous pourrez pas en fait développer en fait en mode desktop. Et après être sûr, bah, du coup ce que vous faites là actuellement, ça fonctionne sur Android et sur iOS. Donc pour moi, en fait, effectivement, il y aura un mode en desktop pour travailler pour desktop. Par contre, bah, ouais, dès que ça sera sur Android et iOS, faudra relancer nos émulateurs ou sur votre appareil. Enfin, là, je sais que sur Unix, par contre, ça c'est possible. Vous pouvez, enfin, dans votre navigateur, du coup, vous avez votre application, vous êtes sûr qu'elle fonctionnera comme ça sur Android et sur iOS. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Hop.